Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Questions d'actu qui continue ce soir sa série de débats sur les secteurs stratégiques. Nous avions parlé de l'eau, des caisses d'assurance, des hydrocarbures. Ce soir, nous nous intéressons au secteur des transports, la politique du transport en Algérie. Alors, un domaine qui a enregistré d'énormes progrès ces dernières années. Alors, comment valoriser ces acquis? Quelles sont les failles à combler? Des questions et bien d'autres que nous allons essayer d'aborder ce soir avec nos invités. Il s'agit, sans plus tarder, de Monsieur Achour Djelloul. Vous êtes président directeur général de Services Portuaires Serport. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités. À vos côtés, Monsieur Kouraba Mustafa. Vous êtes président directeur général de l'entreprise du métro d'Alger, l'EMA. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Également avec nous, M. Azdine Fridi, vous êtes président directeur général de l'Agence nationale d'études, de suivi, de réalisation des investissements ferroviaires, l'INSERIF. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, M. Khouchi Mourad, vous êtes directeur général des transports au ministère des Transports. Du transport au ministère des Transports. Au ministère des Travaux publics et des Transports. Merci pour l'invitation. Transport. Merci d'être avec nous ce soir. Et je commencerai avec vous, Monsieur Khouchi. Donc, si on devait faire un bilan exhaustif et situer le secteur des transports en Algérie, quel bilan peut-on faire? Donc, encore une fois, merci pour cette invitation. Mais avant de parler de bilan peut-être du secteur des transports, donc je voudrais dire deux mots sur la stratégie du secteur du transport. Donc, pour dire que tous les plans de développement que nous avons initiés ces dernières années reposent sur une stratégie nationale dans le domaine du transport qui elle-même repose sur les schémas directeurs sectoriels, que ce soit les chemins de fer, que ce soit l'aéroportuaire, que ce soit le maritime ou le portuaire, qui est ces schémas directeurs sectoriels qui s'inscrivent dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, c'est que ces schémas directeurs s'inscrivent également dans le cadre d'une politique que repose sur le plan national du transport qui lui-même est décliné en feuille de route, en plan d'action. Bon, ces plans de développement, cette stratégie repose sur un certain nombre d'objectifs que je peux résumer autour de 5 ou 6 points, savoir donc contribuer au développement économique et social du pays, donc répondre aux besoins de mobilité, mais également de transport de marchandises, structurer le territoire donc, par la création de liaisons, de dessertes entre les différentes régions du pays, donc améliorer les conditions de déplacement, donc, tant sur le plan sécurité, sur le plan du gain de temps, sur le plan également donc, du gain sur les coûts de transport. Donc assurer une cohésion des systèmes de transport sur le plan régional et international, mais également donc, contribuer efficacement à l'effort d'exportation. Donc tenant compte un peu de ces objectifs, le secteur du transport a initié un certain nombre de projets, de programmes qui ont donné leurs fruits sur le terrain. Je vais commencer d'abord par les chemins de fer. Donc les chemins de fer, par la suite je donnerai la parole à M. Fridi pour aller dans le détail. C'est que les chemins de fer, donc nous étions il n'y a pas longtemps à 1800 km, aujourd'hui nous sommes à 4200 km. Nous envisageons d'atteindre 6300 km pour un objectif ultime, c'est 12 500 km. Donc, en parallèle donc, à cet effort d'investissement sur l'infrastructure, donc, il y a également un effort qui a été consenti par la Société nationale de transport ferroviaire en tant qu'exploitant dans le domaine des chemins de fer, par l'acquisition de moyens de transport nouveaux, par la réhabilitation des moyens de transport et par la réhabilitation des moyens de locomotion. On parle également dans le domaine du transport urbain, un effort énorme a été fait par le secteur, par l'introduction de nouveaux systèmes de transport, le métro, le tramway, le transport par câble, donc il existait mais il a été donc également modernisé, mais également par la création d'établissements de transport public urbain et suburbain au niveau des 48 wilayas, qui vient donc s'ajouter au secteur privé qui représente environ 90% de l'offre de transport. Mais en même temps, dans le domaine du transport routier, nous avons réalisé plus d'environ 90 gares routières
donc, dont actuellement 83 sont en exploitation, avec des normes et des conditions donc, de traitement de passagers qui répondent donc, aux normes internationales. Dans le domaine de l'aviation civile, dans le domaine de l'aéroportuaire, également un effort énorme a été consenti par le secteur. Je donnerai quelques exemples. D'abord, il y a la réalisation de la nouvelle aérogare d'Alger, on pourra en parler par la suite, qui va avoir une capacité supplémentaire de 10 millions de passagers par an. Nous avons la nouvelle aérogare d'Oran qui va être achevée au bout de ce... On essaiera tout à l'heure d'aborder peut-être secteur par secteur, mais est-ce qu'on a essayé de quantifier pour savoir un peu l'impact de toutes ces réalisations sur le quotidien des Algériens? Effectivement, donc, comme je l'ai dit, parmi les objectifs, effectivement, c'était d'améliorer donc, les conditions de déplacement des citoyens sur le plan coût, sur le plan gain de temps, sur le plan conditions de confort et de sécurité. Effectivement, donc, il y a un effort d'évaluation des politiques qui ont été mises en place par notre secteur. En donnant un exemple seulement, à l'époque, donc, il n'y avait pas suffisamment de gares routières. Aujourd'hui, nous avons des gares routières qui répondent à des normes internationales où le passager peut trouver donc, son confort, où le transporteur, donc le conducteur peut trouver son confort. Donc, au lieu de garer n'importe où, aujourd'hui, nous avons des conditions qui sont là. Donc, c'est quelque chose de palpable. Quand vous prenez, par exemple, le train avec les gains de temps, donc entre les différentes distances, quand vous allez prendre le Coradia qui dessert certaines liaisons au niveau des régions algériennes, donc vous allez trouver qu'en termes de qualité de service, en termes de délai de trajet, donc effectivement, le citoyen a une meilleure qualité. Quand vous empruntez le métro, le tramway ou le transport par câble, également, c'est la même chose. Et quand vous empruntez le transport routier offert par les transporteurs, donc les entreprises de transport public, donc il y a une meilleure qualité de service. Sur ce point, donc, nous pouvons considérer qu'il y a une amélioration significative de la qualité du service qui est offerte donc, aux citoyens algériens en termes de déplacement. Mais également, c'est la même chose pour le transport de marchandises, où nous effectuons un effort important pour non seulement couvrir le territoire national, mais également assurer les exportations par le biais, par exemple, d'un groupe qui s'appelle Logitrans. Donc, c'est autant d'indicateurs palpables qui sont sur le terrain et qui donnent des résultats probants. Alors, commençons donc par le transport ferroviaire, Monsieur Fridi. Un bond quantitatif et qualitatif a été atteint grâce aux différents investissements. Alors je vous repose un peu la même question, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir l'impact de tous ces investissements sur la vie des citoyens, mais aussi sur l'impact sur la vie économique. Merci. Avant de commencer, j'aimerais bien donner un bilan de ce qui a été fait. Donc, dans le cadre du programme de Monsieur le Président de la République, son Excellence, donc il y a M. Khouki il a souligné, donc en 1900 on était à 1800, on est maintenant à 4200, on va avoir 6300 et on projette de faire 12 500 km. Justement, donc, pour les 12 000 km, est-ce que c'est réalisable d'ici 2025, je crois, ou 2023 à moyen terme. Donc les 6 000, c'est à court terme. On a 2300 km qui sont en cours de réalisation. Si vous voulez que je vous donne les détails. Donc les 2300, donc le programme de développement du chemin de fer, il se distingue en deux chapitres. Donc il y a la modernisation et dédoublement de la voie. On dit modernisation, c'est la modernisation de l'infrastructure, c'est la modernisation de la signalisation et le réseau télécom. Densification, créer des lignes nouvelles. Donc sur la modernisation, on a commencé par la rocade nord, qui est de frontière algéro-tunisienne jusqu'aux frontières algéro-marocaines, sur 1200 km. Il y a 60% des travaux de dédoublement, modernisation de signalisation, ils sont en cours de réalisation. Il y a les axes des hauts plateaux, donc il y a 540 km qui sont en exploitation de Sidi Hiat Tebessa jusqu'à Msila. Et de Msila, en passant par Boukzoul, Tismsilet, Tiaret, Saïda, Sidi Belabès, ils sont une partie en exploitation de Saïda jusqu'à Moulay Slissen, Sidi Belabès. Et de Msila jusqu'à Saïda, elle est en cours de réalisation. On projette
cette année de réceptionner de Msila jusqu'à Tissim-Silet. Mais tous ces projets, est-ce qu'on pense beaucoup plus en termes de quantité, c'est-à-dire élargir ce réseau ferroviaire, ou plutôt le valoriser, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de cet investissement? Oui, parce que si on crée, on réalise une ligne chemin de fer, ou on dédouble une ligne chemin de fer, on augmente la capacité de la ligne et on sécurise les circulations. Donc la capacité de la ligne, c'est de réduire le temps de parcours, plus de mettre plus de trains. Donc, par exemple, la ligne, le tronçon qu'on est en train de faire et on projette de réceptionner cette année, Khamis Al-Afron. Donc, cette ligne ancienne, il y a les vitesses qui sont sur 70 km à l'heure, sur l'autre ligne jusqu'à 160. Donc, si on réduit le temps de parcours de 5 heures, par exemple, sur la ligne Alger-Oran, aux environs de 3 heures, c'est un gain de temps. On permettra le déplacement, c'est des effets des investissements, on permet le déplacement des gens, parce que maintenant on ne parle pas de kilomètres que la ville de Chlef a 200 km, 210, mais on parle d'heures. Donc, par exemple, on va à Oran sur 3 heures, donc on permettra le déplacement des populations dans des conditions de sécurité et de confort, plus le déplacement des fret. Donc ça, et on permet, parce que cette rocade nord, elle est relayée à tous les ports de l'Algérie, on permettra aussi le déplacement de fret, de création, de retour d'investissement, de création. Justement, le taux de rentabilité. Oui. En termes de rentabilité, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, parce que c'est un service public déjà, premièrement. Donc c'est un Je parle aussi pour les marchandises. Oui, c'est un service public. Par exemple, sur ce qu'on a fait sur la grande banlieue d'Alger, on a créé des lignes et on a réceptionné des lignes. Exemple, la ligne Alger-Bertouta-Zeralda. Donc il y a un déplacement de citoyens avec la création des lignes, des villes nouvelles aux environs de Sidi Abdallah. Sur je vous dis en rentabilité, on a modernisé la ligne Biskra-Tougrt. On a permis maintenant la jonction des usines de ciment. Il y a des demandes aussi de faire la connexion avec des complexes. Ça crée une dynamique économique du pays. Et ça crée aussi, permettra la création des villes à côté du chemin de fer, parce que c'est le retour d'investissement direct. S'il y a une ligne de chemin de fer, les gens ils sont intéressés de s'installer ou de créer des usines ou des zones industrielles ou des zones logistiques. Et donc, comme notre pays il est vaste, donc il y a toutes les régions ils sont touchées par ce programme de chemin de fer, que ce soit de l'Est, l'Ouest, Nord, Sud. Et lorsqu'on va réaliser tout ce programme de 12 500 km, Inch'Allah, donc toutes les régions ils seront connectées au réseau de chemin de fer, permettront de créer une dynamique et ajouter une valeur ajoutée pour le développement du pays. Dernière question, on aura l'occasion de revenir sur le secteur des transports ferroviaires. Alors, on dit que l'Algérie appréhende un peu le transport par train pour des raisons de sécurité. Qu'en est-il? Moi, je vous parle en tant que réalisateur. L'INSRIF, elle est chargée de la réalisation. On posera la question, monsieur. Parfait. Donc, si vous permettez, je vais essayer de vous répondre également, donc compléter ce qu'a dit M. Feridi par rapport à votre première question. C'est que, tout d'abord, il faut savoir que les investissements dans le domaine des chemins de fer sont lourds. Donc, le retour sur l'investissement prendra du temps. Toutefois, donc, nous sommes en train de mettre en place l'infrastructure qui va permettre par la suite, en tant qu'effet structurant, de ramener une richesse et une plus-value. Les objectifs qui sont tracés par la Société des chemins de fer, donc la SNTF, sont, à l'horizon 2020, c'est déjà de transporter 18 millions de tonnes de marchandises, contre aujourd'hui moins de 10 millions de tonnes. Donc vous voyez un peu l'effort que ça va apporter. Deuxièmement, c'est d'atteindre 60 millions de passagers par an. Donc aujourd'hui, on est un peu loin de ces chiffres. Déjà, il y a quand même un objectif sur le plan rentabilité des investissements qui est déjà perceptible. Mais en même temps, donc,
Et il y a un rôle social que va jouer les chemins de fer, c'est le désenclavement et le maillage du territoire national. Comme le disait M. Feydi, effectivement, nous avons un territoire assez vaste. Et donc, en complément au réseau routier et autoroutier, donc il y a les chemins de fer qui vont faire en sorte que, donc nous atteignons les ports. 2, nous atteignons certaines régions. 3e, nous atteignons certaines zones économiques et industrielles, les cimenteries entre autres. Donc, il y a des efforts qui sont faits, il y a des embranchements qui sont faits, et il y a également un transport, une demande de transport qui est grandissante, donc, et l'offre de transport par les réhabilitations que la SNCF engage, par les acquisitions nouvelles que la SNCF a engagées, donc ça va permettre de répondre et de rentabiliser par la suite donc, ces investissements. Maintenant, si vous me parlez un peu sur l'aspect exploitation, donc en disant, est-ce qu'il y a, je ne vois pas le problème de sécurité, nous avons vécu, et c'est malheureux de le dire, donc dans certaines régions, des jets de pierre, donc certains trains, notamment les coralliers, ont subi de la part de citoyens. Je confirme, il y a même des agressions à l'intérieur du Voilà. Donc la SNCF dispose d'un personnel donc, de sécurité qui sont à bord du train. La SNCF également fait appel en cas de nécessité aux services donc, de sécurité, notamment la gendarmerie, pour accompagner dans certains convois. Pourtant, il se peut qu'au niveau de certaines zones ou de certaines régions, effectivement, qu'il y ait des agressions. Et là, il faut que la SNCF prenne en charge ce phénomène. Mais le problème que rencontre aujourd'hui la SNCF, c'est les agressions que subissent non seulement donc, les trains, mais également les mécaniciens, les conducteurs qui sont donc à bord du train par le jet de pierre et les dégâts matériels qui sont causés donc, à ces trains, aussi neufs soient-ils. Alors, on passe à vous, Monsieur Kouraba Mustafa. Donc, je rappelle que vous êtes président directeur général de l'entreprise du métro d'Alger, donc le métro qui contribue d'une manière très large au transport des citoyens. Alors, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'activité du métro, notamment en termes de retour d'investissement surtout? Merci, M. Nazim. Moi, je dirais qu'en matière de transport, ce qu'on appelle le transport guidé, c'est-à-dire par métro, tramway et téléphérique, télécabine, moi, je dirais qu'actuellement, nous exploitons environ 130 km de lignes, c'est-à-dire répartis sur les 3 modes. Nous avons 18 km donc, qui sont actuellement en service, 18 km 200 pour le métro, c'est-à-dire suite aux dernières extensions que nous avons mises en service donc sur les 3 extensions, que ce soit vers Place des Martyrs ou bien vers donc Ain Naja, qui ont permis donc de régler le problème de transport, notamment au niveau de la capitale d'Alger, et qui ont contribué sensiblement la prise en charge du problème de transport que connaît Alger, notamment en matière de transport urbain. En matière de tramway, nous avons environ 90 km de lignes qui sont en service actuellement répartis sur 6 wilayas. Donc nous avons Alger, Constantine, Oran, Belabbas, Ouargla, Sétif, voilà. Et actuellement, nous avons 2 autres lignes qui sont en cours de travaux. Nous avons une ligne à Mostaganem qui fait 14 km 500 qui est en travaux. Et une deuxième, donc l'extension de Constantine aussi également, qui est donc en cours jusqu'à la nouvelle ville Ali Menjli. Ça, c'est en matière d'exploitation. Donc c'est un mode de transport que, comme je l'ai dit, qui a contribué énormément, c'est-à-dire en matière de transport au niveau de la capitale d'Alger. Et grâce, je dirais, donc, au renforcement de la flotte de transport, c'est-à-dire nous avons acquis, nous avons un contrat pour l'acquisition de 12 rames de métro. Actuellement, nous avons acquis donc 7 rames. Et une fois que la totalité de ces rames sera injectée, moi je dirais que le temps d'attente au niveau des stations ne dépassera pas les 3 minutes et 20 secondes. Donc il était aux environs de 6 à 7 minutes. Avec l'injection des 7 rames que nous avons mises en service récemment, actuellement ça tourne aux environs de 4 minutes au maximum, 4 à 5 minutes, c'est-à-dire le temps de passage d'une rame à une autre. Voilà, ça en ce qui concerne le métro. Parallèlement à ça, donc, on peut indiquer que nous avons des opérations d'extension qui sont en cours actuellement.
Nous avons l'opération d'extension vers l'aéroport Houari Boumediene sur 9 km 500 qui est en cours et qui comporte 9 stations. C'est une opération qui connaît un taux d'avancement appréciable. Un effort considérable a été donc consenti en matière de réalisation donc, des stations. Actuellement, nous sommes donc 6 stations qui se terminent, c'est-à-dire en matière de travaux de génie civil, terrassement et génie civil. Et les dates de réception, c'est... de toute manière, pour le moment, on ne peut pas dire la réception parce qu'on doit encore lancer les travaux de raccordement de ces stations. Ce n'est pas le creusement du tunnel. C'est-à-dire qu'il faut le relier par des tunnels. Cette réalisation, donc, elle est subordonnée par l'acquisition d'un engin donc, gigantesque qu'on appelle tunnelier. Donc on va réceptionner, moi je dirais, aux environs du 15 mai. Le 15 mai, aux environs du 15 mai, on va le réceptionner ici en Algérie. C'est un engin donc, qui fait environ 120 mètres linéaires de long et 10 mètres de diamètre et qui peut nous livrer, évidemment tout dépend de la configuration géologique des terrains, un linéaire qui varie entre 16 à 40 mètres linéaires jour bétonné. C'est-à-dire creusé et bétonné journellement. Justement, à propos de cette question, alors question peut-être une petite curiosité. On dit souvent qu'on n'a pas opté pour le métro aérien qui coûte moins cher, d'autant plus que vous parlez de cette grande machine. Oui, pour le métro aérien, donc il y a des réflexions qui ont été engagées. Nous avons longuement discuté. Il y a même quelques variantes qui nous ont été proposées donc, par des entreprises donc, spécialisées en la matière, que nous avons critiquées. Évidemment, il y en a des avantages et des inconvénients par rapport à ces variantes. Effectivement, donc, le coût il est nettement inférieur. C'est-à-dire c'était pratiquement... on ne creuse pas. On ne creuse pas, c'est des travaux donc, en élévation, c'est des appuis, et puis la pose de voies sur poutres longitudinales et la réalisation de quelques stations donc, à ciel ouvert. Ça va coûter évidemment nettement. Mais il y a l'aspect esthétique, c'est-à-dire qu'il se pose. Il faut quand même un site tout à fait... c'est-à-dire un site dégagé, il ne faut pas que ce soit... Il ne faut pas qu'on vienne encombrer encore le milieu urbain. C'est ça un petit peu la problématique qui c'est-à-dire rencontrée dans ce type de métro aérien. C'est-à-dire là, c'est la multiplication d'appuis. Généralement, c'est des appuis d'après les variantes qu'on nous a présentées, donc qui sont espacés. Prenez les grandes métropoles, Tokyo par exemple, je dirais aussi Dubaï, ils ont opté pour... ça n'a pas posé des problèmes d'esthétique, comme vous le dites. C'est une question de planification. C'est une question de planification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir après. C'est un type d'infrastructure qui est bien avant. Ensuite, on viendra donc aménager donc, toutes les dépendances et toutes les alentours, c'est-à-dire du métro aérien. Mais c'est une variante qui est possible. Effectivement, donc, sur ce point, donc, effectivement, pour la première ligne du métro d'Alger, donc, ce sont des études qui ont été faites il y a assez longtemps, donc, pour dire que c'était un choix qui a été fait à l'époque, mais également ça tenu compte de la configuration géographique de l'agglomération algéroise. Donc, la ligne 1 qui a été choisie, effectivement, c'était le plus de souterrain qui répondait. Par contre, ce que disait M. Karaba, et il a tout à fait raison, c'est qu'il y a des variantes et des propositions qui nous ont été faites, mais en dehors d'Alger, effectivement, pour aller au niveau de la rocade sud, donc, où la situation c'est prête pour ce type donc, de métro. Donc, c'est des variantes qui sont sur la table, c'est des dossiers qui sont sur la table. Donc, il faut les financements disponibles, on prendra les décisions nécessaires et en choisissant le mode de temps, soit ça, soit le tramway, soit le BHNS également, qui peut répondre donc, à certaines demandes de transport. Donc, ce sont des dossiers ouverts. Mais aujourd'hui, donc, pour vous répondre, les lignes de métro qui ont été réalisées, donc, ce sont des études assez anciennes qui tiennent compte donc, pas seulement de la spécificité, mais également de la configuration géographique et géologique d'Alger. Donc c'est pour ça que ça a été dans ce terrain. Et je voulais rajouter donc, pour le métro, le tramway, le transport par cap, en termes d'impact sur la population. Tout d'abord, il faut dire l'impact positif en termes environnementaux, parce que nous avons une énergie donc électrique. Donc ça, c'est un moyen de transport de masse et propre.
Donc, ils sont respectueux de l'environnement. Un. Deuxièmement, nous réduisons à travers ces modes de transport d'une manière significative donc, le délai du trajet. Donc, quand vous prenez de Harrach jusqu'à la place des Martyrs, si vous allez par bus, par voiture particulière ou par métro, donc vous avez un gain de temps extraordinaire. Également, donc, nous contribuons à la décongestion donc, du trafic routier. Ce sont autant d'éléments, c'est important. Et nous mettons à la disposition de la population, des usagers du transport collectif, un moyen de transport régulier, donc où il y a moins de contraintes donc, que les contraintes en surface. Donc, il y a des impacts positifs. Donc, on peut arriver à l'heure au travail. Donc, on peut se programmer par rapport donc, en termes de déplacement. Mais également, je voulais rajouter quelque chose de très important. Ce qui va apporter le plus à l'usager du transport collectif dans l'Algérois, c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Ce sont les autorités organisatrices du transport urbain. Alors, une question à vous poser dans le sillage de ce que vous dites. Oui. Alors, comment se fait-il qu'avec tous ces investissements, surtout le métro, et on n'arrive toujours pas à décongestionner la circulation routière dans la capitale? Merci de me donner cette occasion donc, pour parler un peu de la congestion routière. Tout d'abord, pour la congestion, il faut dire que c'est un problème multisectoriel. Nous, en tant que ministère du Transport, nous avons l'obligation et nous avons la mission de mettre à la disposition de la population des moyens de transport propres de masse, ce qu'on est en train de faire. Mais également, il faut que d'autres secteurs agissent. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça à titre d'indicatif seulement. Quand vous avez par exemple un hôpital, un CHU Mustapha qui est en plein centre de la ville, qui accueille des milliers entre les patients, les passagers, les visiteurs et les curieux qui viennent au niveau de l'hôpital. Si on démultiplie donc cet hôpital par 5 au niveau régional, on va diminuer de 5 fois donc l'affluence vers Alger. Quand vous avez des universités qui sont construites sur les abords des autoroutes, et vous avez un peu la congestion que ça crée. Quand vous avez toute la population... L'université du droit, voilà. L'école de Quand vous avez par exemple tout le monde qui travaille, qui sort le matin à la même heure, qui rentre l'après-midi à la même heure, parce que il n'y a pas de flexibilité en termes d'horaire de travail. Donc, on crée de la congestion. Et quand vous avez des cités qui sont créées un peu partout, sans qu'on tienne compte des équipements nécessaires pour faire en sorte que la population soit stabilisée au niveau du site, donc obligatoirement, nous allons créer de la congestion. Nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que ministère? On essaye de répondre conjoncturellement à la demande de transport. On essaye de planifier la demande de transport pour apporter les réponses. Donc, vous avez un côté qui est bien desservi. Nous avons le métro, le tramway. Nous avons des études que nous avons lancées pour compléter le système de transport de masse, à savoir donc, le métro, le tramway vers Chevalet, vers donc... mais il faut qu'on ait des financements pour réaliser ces projets. Mais l'action du ministère du Transport à elle seule ne suffit pas pour régler. Pour Alger, par exemple, nous avons une solution qui est en train d'être réalisée par la wilaya d'Alger. C'est les carrefours, donc le système le centre de régulation de la circulation qui est en train d'être réalisé dans le cadre de joint venture donc avec des sociétés étrangères. Donc nous allons équiper au moins 500 carrefours de feux tricolores avec une gestion intelligente de la circulation. Ça devrait permettre également de fluidifier la circulation. Est-ce que ça devrait ou ça doit? Ça doit. Bon, tant que ce n'est pas réalisé sur le terrain. C'est un projet qui est en train d'être réalisé. On doit attendre jusqu'à ce que... jusqu'à ce que le projet soit achevé, le génie civil commence. Et si ça ne marche pas, on va dire que ça... Non, ça va marcher, sinon on ne l'aurait pas mis en place. Mais ce projet lui-même ne suffit pas. Il y a d'autres mesures d'accompagnement. Donc je ne veux pas dire qu'à travers les feux tricolores, à travers le métro, le tramway, on va régler tous les problèmes. Il faut également que les autres secteurs s'y investissent en termes d'investissement dans ce domaine. Voilà un peu ce que je voulais dire. Dans certaines métropoles dans le monde, vous prenez Londres par exemple, si je ne me trompe pas, alors l'accès est payant. Pour limiter l'accès à certains automobilistes qui se déplacent. Tout à fait d'accord, sauf que quand on oblige le citoyen à payer, il faut lui donner d'autres alternatives. Vous voyez, donc il ne suffit pas d'obliger les gens à laisser leur véhicule particulier s'il n'y a pas d'autres alternatives en termes de moyens de transport. Donc il faut que les choses aillent ensemble. J'oblige les gens, j'interdis l'accès des véhicules pendant certaines périodes, mais en même temps, il faut que le citoyen qui se déplace puisse trouver ou stationner aisément
ou emprunter un moyen de transport, ou se connecter avec les autres moyens de transport. C'est pour ça que je voulais parler du rôle de l'autorité organisatrice du transport urbain d'Alger. Nous l'avons créé en 2015, il est en train de travailler avec comme objectif, tout d'abord, d'instaurer une intégration physique sur le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y ait cette multimodalité et l'intermodalité entre les différents modes de transport, entre le bus, le métro, le tramway et le transport par câble et les chemins de fer. Deux, donc ce plan physique. Deux, qu'il y ait une possibilité d'avoir l'intégration et ce plan tarifaire. Qu'on ait un seul ticket pour pouvoir venir de Benak jusqu'à Bab el-Oued avec le même ticket sans avoir à changer à chaque fois en utilisant les différents modes de transport. Donc qu'on ait une information multimodale instantanée. Que ce soit le métro, que ce soit le bus. Donc ça, c'est le travail que l'autorité est en train de faire actuellement. En un laps de temps, il a réussi à mettre au moins 2 dispositifs importants pour l'Algérois. Un abonnement mensuel unique qui permet aux citoyens algérois d'emprunter 4 modes de transport, le bus de l'ETUSA, le métro, le tramway et le transport par câble, donc avec un seul et unique ticket. Deuxièmement, il a mis en place la première carte multimodale de l'Algérie, donc c'est la première fois que nous avons une carte multimodale qui reprend l'ensemble des réseaux de transport urbain et en même temps, il essaie de travailler sur l'information multimodale pour que le voyageur ait cette... Mais c'est un chemin qui est assez difficile à parcourir, donc il lui faut des moyens, il est en train de travailler dans ce sens et l'autorité pourra, à terme, également participer dans la décongestion de la circulation au niveau de l'Algérois. Rapidement pour... J'ajoute dans ce contexte que l'aménagement de la région algéroise. Si on prend une famille avec 3 véhicules, s'ils prennent les 3 véhicules pour aller travailler ou aller ailleurs, je vous donne l'exemple, par exemple, lorsqu'on a réalisé la ligne Tizi Ouzou vers Alger, et on doit encore permettre de réaliser des parkings pour que les gens prennent le moyen de transport de masse. Mais on doit avoir un service à l'heure, les trains qui doivent arriver à l'heure, comme vous l'avez dit, la sûreté, la propreté, l'information, tout ça c'est un travail qu'on doit le faire et il est en train de se faire. Et là, les exemples ils sont là, les gens de Zeralda de l'Ouest, ils prennent le train pour aller vers Alger, ou les gens de Tizi Ouzou, bientôt la ligne sur l'aéroport. Donc il y a des efforts qui sont en train de se faire, on ne peut pas régler tous les problèmes en court terme, mais avec tous les aménagements qui sont en train de se faire, le métro, le tramway, les chemins de fer, le transport de masse, de bus et tout ça, et la création des parkings. Il faut que, comme vous l'avez dit, il faut que les gens puissent garer leur véhicule, prendre un véhicule, un transport de masse. Et ça s'inscrit dans une politique qui est en train de se faire et sur le terrain, on voit les premiers fruits qui sont en train de faire. Et sur l'aménagement de la région algéroise, sur le parcours de Tnia jusqu'à l'Afron ou Alger-el-Hara, on est en train de moderniser la signalisation pour permettre de mettre plus de trains. Parce que si on modernise la signalisation et télécom et on agite des voies, on peut mettre plus de trains et on peut transporter plus de passagers. Alors, Monsieur Achar Djelloul, vous êtes président directeur général de Serport, service portuaire. Alors, le transport maritime, un maillon très important dans la chaîne des transports en Algérie, notamment en ce qui concerne l'activité économique. Qu'en est-il Oui, merci de pouvoir aborder cette question. Effectivement, le transport maritime pratiquement est le maillon essentiel actuellement en matière de transport de marchandises. 95% en fait de marchandises qui sont aujourd'hui reçues en Algérie, c'est assuré par le transport maritime. Il y a l'armement national qui intervient. Nous sommes en train d'impulser une nouvelle dynamique pour essayer de capter davantage en termes de part de marché. Les ports sont les principaux acteurs justement pour la réception de ces cargaisons. Des projets sont en cours de mise en place. Le groupe compte 10 ports de commerce. Il y a un mégaport qui va être réalisé
exactement Al-Hamdaniya, du côté de Cherchel. Les travaux vont démarrer très bientôt. Les entreprises, le groupe d'entreprises, etc. sont mis en place. Le démarrage des travaux va connaître incessamment un début d'exécution. D'autres projets sont également ça sera ciblés. Au cours de l'année 2019. Oui, au cours du premier trimestre. Premier trimestre de cette année. Les travaux vont démarrer. Il y a 3 phases. Il y a la première phase donc, qui connaîtra un dénouement au bout de 4 années. Et puis 2 autres phases vont intervenir également juste après la réception en fait, des conditions de réception de marchandises. C'est un port qui est dimensionné pour accueillir 6 millions de VP, 6 millions d'équivalents 20 pieds, 6 millions de conteneurs et 25 millions de marchandises générales, de général cargo. Ceci en plus donc, de toutes les opérations d'extension qui sont aujourd'hui mises en place dans les ports de commerce qui existent déjà. Il y en a 10. Il y a les terminaux à conteneurs, celui d'Oran qui va connaître un achèvement probablement au courant du 2e trimestre de cette année. Il y a le terminal à conteneurs également de Janjan qui est presque en voie d'achèvement pour ce qui est de l'infrastructure. On va aborder les questions également de superstructure très bientôt. C'est un terminal qui est dimensionné pour accueillir encore, en plus des 6 millions du port de Cherchel, de Al-Hamdaniya. Donc il y a 2 millions qui seront réceptionnés par le port de Janjan. Et puis par le terminal à conteneurs en fait du port de Janjan. Et puis il y a 2 autres terminaux également, celui de Annaba et celui d'Alger, pour lequel des aménagements sont en cours d'exécution et qui seront achevés très bientôt. En termes de qualité de service, justement, vous avez parlé de terminaux portuaires. Oui, en termes de qualité de service, on dit souvent que le secteur public accuse plutôt un grand retard en matière de qualité de service au niveau des ports. Au niveau des ports, oui. Oui, c'est une question effectivement qui s'est toujours posée. C'est bien de l'aborder. On a cerne au niveau des ports, la question est bien cernée. Elle se pose en matière de flux de marchandises, d'efficacité de flux, de coûts de passage, etc. Mais il faut dire quand même qu'au niveau des ports, on assure des activités commerciales, mais également un service public. C'est-à-dire qu'on assure les activités commerciales en termes de transit de marchandises, mais le service est également public. Nous sommes obligés de l'assurer à l'intérieur des ports pour accompagner un peu toutes les institutions qui sont chargées de la conformité des marchandises qui sont réceptionnées dans les ports. En plus du fait également que nous avons l'obligation de mettre en place des supply chains pour de telle sorte à ce que les flux de marchandises soient rendus efficaces et plutôt réceptionnés directement par les opérateurs, éviter toutes les redondances d'activité dans les ports. C'est ce qui cause un peu peut-être les surcoûts. Mais c'est une question que nous sommes en train également de cerner à travers la mise en place de systèmes d'information, de systèmes informatiques, notamment le guichet unique qui va en fait permettre de réduire un peu toutes ces tracasseries au niveau des ports et qui va permettre en fait aux marchandises... La question est urgente vu les défis économiques qui nous attendent. Oui, bien sûr. En fait, le guichet unique, il y a déjà quelques systèmes qui sont mis en place avec nos partenaires. Et puis le guichet unique principal sera mis en place très prochainement au niveau de... Il y a déjà 3 ports pilotes qui sont ciblés pour ça. Il y a Skikda, Alger et Oran. Et puis les 7 autres ports vont rejoindre tout de suite après justement cette thématique. Le guichet unique, en fait, il va permettre de mettre en place un système électronique qui va dématérialiser totalement justement les supports des flux de marchandises, c'est-à-dire qu'à travers un système électronique, tous les opérateurs pourront fédérer et pourront intégrer le système de telle sorte à ce que la
marchandises soient en fait cernées, gérées avant déjà l'arrivée dans le port. Et puis dans le port, en fait, les opérations commerciales seront rendues pratiquement déjà accomplies et très rapidement formalisées. Est-ce que les compagnies étrangères qui opèrent dans les ports algériens, je parle notamment de la firme DP World, accusent un retard, accusent les mêmes problèmes, ou plutôt font face aux mêmes problèmes en matière de gestion? Oui, je pense qu'en termes de flux de marchandises, la question elle est globale. Il y a peut-être de la qualification dans effectivement le partenariat qui est mis en place au niveau du port d'Alger avec le partenaire de DP World. Mais en fait, toute la problématique réside dans le système d'information qui doit accompagner en fait les flux de marchandises. Nous devons travailler par anticipation. C'est-à-dire que la marchandise, il faut traiter sa qualification, sa qualité, sa conformité, etc., bien avant qu'elle arrive dans le port. C'est ce qui permettra en fait d'améliorer les flux de marchandises, en plus également de toutes les opérations de développement qui sont mises en place aujourd'hui par les ports à travers les plateformes logistiques. Pas les ports secs, mais plutôt les plateformes logistiques qui en fait devraient permettre non seulement d'améliorer les flux, donc de décongestionner les ports, d'améliorer les flux de ces marchandises, d'impliquer le service, enfin les installations ferroviaires pour le transfert de masse qui permet non seulement de transférer les marchandises en volume, en termes de volume, mais aussi d'assurer les incidences environnementales et également d'amener la marchandise jusqu'aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'on va sur les ports, vont devoir assurer, il y a déjà des exemples qui sont concrets au niveau national et qui sont mis en place. Il y a des ports qui en fait assurent le transfert des marchandises dès qu'ils arrivent dans le port avec toutes les formalités nécessaires, transportés par voie ferroviaire jusqu'au lieu d'acheminement, jusqu'aux bénéficiaires justement de ces marchandises. C'est le cas par exemple des opérateurs qui sont aujourd'hui installés sur les plateformes industrielles de Borj-Barari, de Sétif, de Msila, quelquefois même de la région d'Alger. Oui, monsieur Raffaï. Effectivement, tout d'abord en termes d'objectifs au niveau de l'activité portuaire et maritime, c'est qu'aujourd'hui, la part du marché du pavillon national est minime, donc il ne dépasse pas les 3%. Ça, c'est la réalité. Donc, les objectifs que nous sommes assignés, c'est d'atteindre à l'horizon 2025-2030 un taux de 30% de part de marché. D'où cet investissement énorme du port de Cherchell, mais également d'où les efforts qui ont été faits par les pouvoirs publics pour permettre au pavillon national de prendre une autre dimension. C'est comme ça que nous avons inscrit l'acquisition de 25 navires au profit de deux compagnies, Knan Nord et Knan Med, dont 10 sont déjà opérationnels. C'est comme ça que nous avons permis également à l'UNTMV, qui est en termes de transport de voyageurs, d'acheter, d'acquérir un nouveau navire qui est en construction au niveau d'un chantier naval en Chine. Mais comme le disait M. Hacho, aujourd'hui on ne parle plus de transport, on parle de la chaîne de la chaîne logistique, dont le transport n'est qu'un maillon. Deuxièmement, pour permettre effectivement la fluidification et assurer des facilités au niveau portuaire, c'est à travers les guichets uniques. Ça, c'est un projet qui est assez avancé. Donc le projet de texte est achevé. Nous avons également la stratégie nationale de la logistique. Donc, dans le cadre d'une assistance internationale qu'on est en train de finaliser, avec l'aboutissement de tous ces projets à court terme et avec la pression que nous subissons de la part des opérateurs économiques qui veulent exporter. Donc, il y a des efforts qui sont faits sur le terrain. Ça, c'est important. Mais en même temps, la démarche qui est arrêtée par notre secteur, c'est la multimodalité, l'intermodalité. M. Hacho parlait effectivement du transport ferroviaire qui va de la plateforme logistique vers les ports. Alors, et ensuite, la distribution qui se fait par voie routière. Donc, c'est des choses qui se font comme ça. Quand vous dites la pression que vous subissez de la part des opérateurs économiques qui veulent exporter, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, le produit à exporter dépasse les capacités de ce que nous pouvons faire en termes de transport maritime. Ce n'est pas ça. Jusqu'à un certain moment, on était plus versé dans l'importation. Mais aujourd'hui, je vous avais dit par mes objectifs
de notre stratégie, c'est donc d'accompagner l'effort d'exportation. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'opérateurs qui veulent exporter, que ce soit des produits agricoles ou autres. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait des conditions favorables en termes de transport. Donc, nous sommes en train de répondre à cette préoccupation, soit par voie aérienne, par la création de centres de fret. On a à Iloued, à Biskra, à Adrar et un peu partout, donc à Alger, soit en équipant certains ports d'équipements spécifiques, notamment frigorifiques, mais également en essayant d'aller vers des moyens de transport maritime qui prennent en considération le transport mixte, le marchandise avec le voyageur. Donc ce sont des réponses que nous apportons parce qu'à un certain moment, ça n'existait pas. La demande d'exportation n'existait pas. Donc avec cette, j'ai dit le terme pression, je l'ai dit exprès parce que c'est une demande qui est exprimée par les opérateurs et on essaye donc d'adapter nos moyens, nos conditions de travail par rapport à ça. Parce que quand vous avez des légumes, des fruits qui doivent être transportés dans des conditions, voilà, donc il faut répondre favorablement d'une manière rapide donc, à cette préoccupation. En fait, si je peux me permettre de rajouter ce que vient d'évoquer M. Khoury, en termes de développement des infrastructures, aujourd'hui, plutôt il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans de cela déjà, depuis la mise en place d'une nouvelle stratégie sur le plan économique qui a été initiée par les pouvoirs publics, les ports, en fait, ils se sont fait l'obligation de reconfigurer un peu leurs activités. Je parlais de plateforme logistique. En fait, la plateforme logistique n'est pas dédiée uniquement pour l'acheminement des marchandises du port vers l'interland, en fait, vers les bénéficiaires, mais plutôt de collecter également des produits qui sont susceptibles d'être exportés. Comment ? Généralement, ce sont des produits qui sont acheminés par le conteneur, par voie maritime, mais par le conteneur. Les conteneurs qui sont transférés vers les plateformes logistiques devront revenir pleins, c'est-à-dire qu'il y aura une collecte de tous les produits à l'exportation, mis en conteneur sur les plateformes, avec le concours de toutes les structures institutionnelles telles que la douane, etc., les acheminer dans les ports et puis les retourner, les acheminer vers leurs bénéficiaires à l'export. Ceci, c'est en fait une initiative déjà des ports. Et puis l'autre également élément qui est important et qu'on s'apprête de mettre en place et qui accompagne un peu toute la stratégie en matière de développement des infrastructures d'accueil des passagers, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'activité RoPax, Roro passager. C'est en fait une stratégie qui est mise en place dans les gares maritimes qu'on vient de réceptionner, celle de Béjaïa, celle d'Alger, celle de Mostaganem, la prochaine celle de Annaba. En fait, ce seront des plateformes qui vont servir l'activité passager, mais également venir soutenir toute l'activité d'export de marchandises et qui répondra un peu aux soucis des opérateurs aujourd'hui qui sont embarqués dans justement l'exportation de marchandises algériennes. En fait, c'est une réalité puisque en 2018, j'ai des chiffres, en 2018, on a exporté 8 500 000 tonnes de marchandises, toutes catégories confondues, en dehors des hydrocarbures. Alors qu'en 2017, nous n'avons exporté que 5 millions. C'est presque 70% d'augmentation. Et c'est en fait des résultats qui sont vrais et qui sont attendus en termes d'évolution de façon très conséquente dans les prochains exercices et qui seront soutenus justement par toute la reformulation des activités portuaires qui est initiée par les pouvoirs publics et qui accompagne un peu justement toute cette stratégie. Cette stratégie. Alors, l'une des stratégies, justement, Monsieur Feridi, en matière de transport ferroviaire, est celui d'arriver à un taux d'intégration technologique, autrement dit, fabriquer les matériaux et le matériel à la base d'un savoir-faire algérien. Merci pour cette question qui est pertinente parce que là, ce programme ferroviaire, il a permis de créer des postes de travail, premièrement. On a maintenant sur nos projets, aux environs des postes directs, 18 000 postes, sans les postes indirects. Ça a permis de faire un outil de production nationale. Il y a des entreprises maintenant qui sont spécialisées dans la réalisation des tunnels, des viaducs, des ouvrages d'art, des bâtiments de seconde œuvre
faire des tunnels. On a une partie des tunnels qui est réalisée par des entreprises nationales. Il y a aussi le système. Lorsqu'on dit le système, c'est la signalisation. Maintenant, il y a des filiales qui font réaliser, et on a formé plus d'une vingtaine d'ingénieurs en Europe pour pouvoir mener ces études qui sont d'une certaine technologie pointue pour les réaliser. Et ça, c'est un fait. Donc, on a des entreprises maintenant qui posent la voie. Dans le passé, c'est des entreprises étrangères qui font. Et il y a une partie de ces travaux qui sont réalisés. Et plus l'engineering ferroviaire. Il y a des filiales algériennes qui font les études pour les lignes des chemins de fer. Donc tout ça permet aussi de créer un tissu pour la réalisation, parce qu'un chemin de fer, c'est un ensemble. Lorsque les lignes d'un chemin de fer, un projet fait 100 km. Il traverse plusieurs villes. Donc il y a une intégration, c'est-à-dire il y a la production des matériaux, des agrégats, il y a le ciment, il y a tous les composants. Donc il y a c'est-à-dire une demande, c'est-à-dire que ce soit sur la partie engineering, donc le recrutement des ingénieurs, des techniciens et tout ça. Donc ces lignes qu'on a réalisées, ils ont permis de former des ingénieurs et techniciens capables de gérer, que ce soit sur le côté suivi ou études, et a permis la création des entreprises algériennes, que ce soit privées ou nationales, qui sont en train de réaliser des lignes des chemins de fer. Allez-y, ce sera le dernier mot. Donc, je crois que pour ce point en termes de plus-value, des richesses qui sont créées en Algérie, je vous avais donné tout à l'heure un exemple en disant que la SNTF achète de nouveaux trains, mais en même temps, la SNTF, grâce donc à toutes ces opérations, a pu donc procéder à la réhabilitation de voitures voyageurs au niveau de Sidi Bel Abbas avec une main-d'œuvre à 100% algérienne. Donc c'est un train, donc c'est une voiture voyageur qui est complètement décortiquée et qui reconstitue de nouveau pour lui permettre, donc, avec une nouvelle image, avec de nouvelles conditions et de confort et de sécurité. Donc ça, c'est un prélude éventuellement donc, à la fabrication. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ça permet déjà de maîtriser un corps de métier. Le même travail se fait au niveau de Constantine pour les locomotives. Donc ce sont des ingénieurs algériens qui ont été formés au niveau de grands constructeurs et qui aujourd'hui prennent le relais sur le terrain pour réhabiliter. Et ça diminue au minimum de 30 à 40% le coût donc, en tant que nouvelle acquisition. Et ça permet la longévité de ces moyens de transport qui sont injectés aujourd'hui au grand bonheur donc, de la SNTF et des usagers de transport et des chemins de fer. Ce qu'il faudra, mais également au niveau de... oublier aussi, c'est que nous avons Sital à Annaba, entreprise Sital à Annaba qui fait la fabrication des rames tramway. Donc toutes les lignes de tramway que nous avons donc, mises en service, excepté Alger, la première ligne, ces rames sont montées donc, à Annaba avec un taux d'intégration qui avoisine les 40% actuellement. Et c'est une usine... Absolument, c'est une usine qui prend de la dimension, qui est en norme internationale. Aujourd'hui, une fois que nous avons l'ambition, donc à travers cette usine, non seulement de répondre au marché national, mais également c'est un produit qui peut être exportable. Donc il y a même des opérations, des tentatives qui se font donc, par cette entreprise pour essayer d'exporter son produit, qui d'ailleurs fait le bonheur donc, des usagers du transport collectif au niveau de Constantine, au niveau d'Oran, au niveau d'un peu partout au niveau des villes algériennes. Rapidement, 30 secondes. Il y a un grand projet qui est en train de se faire, c'est le transport de phosphate. Donc sur la ligne minière, il y a un projet de 388 km, il y a une modernisation de la ligne avec dédoublement de la ligne, avec aussi l'extension du port de Annaba. Donc, alors il nous reste plus de temps, enfin le temps qui nous est imparti malheureusement, c'est terminé. Donc je vous remercie
Monsieur Khouchi Mourad, je rappelle que vous êtes directeur général du transport au niveau du ministère des Transports et des Travaux publics. Merci à vous également, Monsieur Azdine Felidi, vous êtes donc directeur général, président directeur général d'Inserif. Merci à vous également, Monsieur Kouraba Mustafa, vous êtes président directeur général de l'entreprise du métro d'Alger. Et merci à vous également, Monsieur Achour Djelloul, je rappelle, vous êtes président directeur général de Serport. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.